C'est parti. Bonjour à tous. Le thème dont nous allons parler aujourd'hui est consacré à la génétique et à la fibrose pulmonaire. Et pour aborder ce sujet, nous avons invité le professeur Raphaël Bory, qui est pneumologue au Centre de référence constitutif des maladies pulmonaires rares de l'adulte de l'hôpital Bichat. Donc bonjour professeur Bory, et surtout merci d'avoir accepté notre invitation et merci pour le temps que vous nous accordez. Je vous laisse la parole maintenant. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. C'est pour moi une occasion importante de pouvoir discuter avec vous, de vous présenter quelques données, mais surtout de pouvoir discuter. Donc, il y aura évidemment deux parties avec une première partie de présentation, mais qui va être très générale, volontairement, de manière à ne pas rentrer dans les détails, parce que chaque personne est unique, chaque famille est unique. On va parler un petit peu de génétique. Chacun a ses connaissances aussi parfois sur des domaines qui peuvent apparaître extrêmement compliqués et qui finalement, quand on est atteint d'une maladie, et vous êtes bien placé pour le savoir, une maladie rare, on a besoin d'informations qui nous soient destinées à soi propre et vous allez devenir rapidement expert sur votre maladie. Donc, vous allez aussi devenir expert sur la génétique éventuellement. Et le propos n'est pas de couvrir toute la génétique, mais de quelques informations très globales initialement. Alors, je vais vous montrer quelques diapositives pour essayer de discuter. Que vous avez bien ma présentation devant les yeux. Mais il y a quelques données, on va voir, vous allez voir que je vais essayer de m'intéresser vraiment à ce qu'on peut vous apporter, à quelle réponse peut vous apporter l'analyse génétique qu'on peut être amené parfois à vous proposer. J'ai quelques conflits d'intérêts à déclarer, excusez-moi de la diapositive en anglais, en particulier avec les laboratoires qui développent les traitements antifibrosants. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la génétique des fibroses pulmonaires? On s'intéresse à la génétique des fibroses pulmonaires parce qu'il y a ce qu'on appelle des fibroses pulmonaires familiales. Alors, c'est quoi une fibrose pulmonaire familiale? Il y a encore 6 mois, je vous aurais dit on n'a pas encore défini ce qu'était une fibrose pulmonaire familiale, mais on l'a fait. On l'a fait en Europe, on l'a fait en France avec Vincent Cotin, notamment Orphaling, la filière Respifil que vous connaissez peut-être. On l'a fait en Europe avec des associations de patients et on l'a fait en France aussi avec le PNDS et l'association, là encore, de patients de définir ce qu'était une fibrose pulmonaire familiale. Et quand on définit une fibrose pulmonaire familiale, ça veut simplement dire qu'il y a quelqu'un dans la famille d'un patient atteint de fibrose pulmonaire qui est lui-même atteint de fibrose pulmonaire. Et si on dit ça, on se rend compte qu'il y a 10% des patients qui disent qu'ils ont eux-mêmes un apparenté atteint de fibrose pulmonaire. Et quand on s'intéresse un tout petit peu aux maladies rares, la plupart d'entre vous, avant d'avoir une fibrose pulmonaire, n'auraient jamais entendu parler de cette maladie. Donc, simplement en disant que les maladies peuvent être fréquentes, on se dit il y a une cause génétique qui explique tout ça et il y a peut-être quelque chose de génétique dans ma famille qui peut donner la fibrose. Le deuxième élément, c'est que c'est hétérogène, c'est-à-dire que certaines familles vont nous dire, vont nous décrire, moi j'ai une fibrose pulmonaire idiopathique et puis mon frère, il a une fibrose, mais on lui a dit que ce n'était pas une fibrose pulmonaire idiopathique. Et on sait que c'est le cas dans la moitié des familles, mais qu'en réalité, sur le plan génétique, ça ne va pas changer grand-chose sur l'analyse et sur les propositions qui vont être réalisées au jour d'aujourd'hui. Alors, c'est une question importante, c'est une question d'autant plus importante que certains d'entre vous ont peut-être répondu à ce questionnaire qui avait été relayé par l'association de patients français aussi dans le monde. On a interrogé non seulement les médecins, mais on avait aussi interrogé les patients et on avait aussi interrogé les apparentés. On leur avait dit, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est important ou pas? Alors, on a finalement que 360 répondants et puis probablement des gens qui sont un peu impliqués déjà dans la réponse, mais chez les patients, il y avait 360 personnes atteintes de fibrose pulmonaire, les 2/3 d'hommes, comme c'est assez représentatif de fibrose pulmonaire, 60% de plus de 60 ans qui avaient répondu en ligne sur leur smartphone. Et quand on leur a dit, est-ce qu'on vous a posé la question de savoir si ça pouvait être héréditaire, les 2/3 quasiment avaient dit, oui, c'est une question que m'a posée le médecin qui s'occupe de moi. Est-ce que vous vous inquiétez pour vos apparentés? Oui, pour les 2/3. Est-ce que vous pensez qu'une analyse génétique puisse être utile? Vous voyez que les 3/4 des patients ont répondu oui, dans le monde entier. Et comment est-ce que vous pensez que cette analyse génétique puisse être faite?
encore une fois, ce sont les réponses des patients. Hein. Donc, c'est qu'ont-ils répondu à cette question? Et ben, ça, pour eux, pour vous, pour certains d'entre vous, ça permet de déterminer la nécessité de tester ou pas les apparentés, de définir le risque lié aux décisions de vie, d'avoir des enfants ou pas, de voyager, de déménager, d'aller dans des endroits éventuellement moins exposés aux risques toxiques, d'expliquer la maladie et puis d'aider au choix du traitement. Ces données ont été publiées, elles sont bien entendu à votre disposition pour ceux qui le souhaiteraient. Il y avait d'autres questions qui avaient été posées, mais vous voyez à quel point c'est une question qui est prégnante dans la prise en charge de la maladie. Alors, je vais rentrer un tout petit peu dans la génétique, un tout petit peu plus compliqué, ça ne va pas durer très longtemps. Puis on pourra répondre évidemment à vos questions. Quand on parle de génétique, on parle de génétique de deux grandes génétiques très différentes en fonction de l'analyse génétique qu'on fait. Alors, on va parler de ce qu'on appelle la génétique mendélienne. C'est probablement celle qui vous intéresse le plus quand on parle de risque pour vos enfants. Ce sont des variants ou des mutations qui sont extrêmement rares dans la population générale. Et ces mutations, quand elles sont présentes, elles sont associées à un risque élevé de développer la maladie. Et bien entendu que si vous êtes porteur de cette mutation, ou si quelqu'un est porteur de cette mutation, il a un risque élevé de développer la maladie. Et puis, ça, c'est celle qui a été décrite par Mendel il y a maintenant assez longtemps. Puis, il y a un deuxième type de génétique qui est moins intéressant quand on fait du conseil et quand on vous explique la maladie a priori, mais qui est probablement très intéressante aussi, qui est celle des polymorphismes. Ça, c'est celle des facteurs de risque. On ne va pas l'utiliser dans la famille pour expliquer la maladie, mais en revanche, ça augmente beaucoup le risque de développer la maladie et ça nous indique beaucoup d'informations sur la physiopathologie de la maladie. On comprend beaucoup mieux pourquoi la fibrose pulmonaire idiopathique existe quand on a découvert ces polymorphismes, parce qu'on dit s'il y a un risque génétique à cet endroit-là, c'est que probablement cet endroit-là, il est important dans le développement de la maladie. Donc, sur le conseil au sein de la famille, ce n'est pas toujours très pertinent parce que ce sont des anomalies génétiques ou des variants qui sont extrêmement fréquents, qui peuvent être présents dans 25% de la population générale. Mais en revanche, sur le plan thérapeutique potentiel ou sur la physiopathologie de la maladie, c'est très important. Et ce qui est compliqué, c'est que je ne vais évidemment pas rentrer dans les détails, et c'est aussi pour ça que je vous ai dit que chaque famille était unique, chaque patient est unique. Il y a toute cette génétique-là qui va se mélanger dans la fibrose pulmonaire idiopathique. Il y a plein de variants rares. Je dirais quelques mots que vous ayez entendu. Il y a plein de variants fréquents qui interpellent beaucoup. Et je vais en citer qu'un. Je vais en citer qu'un qui s'appelle MUC5B. Donc, ceux qui sont allés très loin dans l'expertise de la maladie, vous avez probablement vu passer ce variant qui s'appelle MUC5B. Simplement pour dire que ce variant, c'est une mucine. Et la mucine, ça vous dit peut-être quelque chose. Vous dites c'est le mucus. Et le mucus vous dit c'est ce que je crache. Ce que je crache moi aussi, hein, évidemment. Et vous dites tiens, s'il y a une anomalie génétique sur le mucus et sur la mucine, c'est que peut-être c'est important dans la physiopathologie de la maladie. Ce mucus-là, il est sécrété que au niveau des bronches, au niveau pulmonaire. Il n'est pas sécrété à un autre endroit. Donc, c'est probablement quand même pour un élément extrêmement important démontrant que l'environnement extérieur participe au développement de la fibrose. C'est probablement tout ce qui va interagir avec le mucus qui va concourir au développement de la fibrose et tout ce qui ne devrait pas interagir avec le mucus, le tabac évidemment qu'on connaît bien, mais tout un tas d'autres expositions environnementales vont interagir. Et vous voyez, la génétique nous apprend beaucoup de choses sur pourquoi est-ce que la fibrose pulmonaire se développe. En tout cas, c'est une démonstration certaine et implacable du risque induit par les expositions environnementales. Alors, pour la question qui va nous intéresser un peu plus, qui est de dire, voilà, est-ce que mes enfants risquent d'avoir une maladie? Est-ce que mes frères et sœurs risquent d'avoir une maladie? J'ai plusieurs personnes dans ma famille qui ont une fibrose pulmonaire. On vous a peut-être proposé une analyse génétique. Et cette analyse génétique, quand on la propose, dans le maximum des cas, on retrouve une anomalie génétique dans 35 à 40% des cas, au maximum. Et ces anomalies génétiques, elles sont extrêmement, extrêmement nombreuses, avec beaucoup, beaucoup de gènes différents, qui peuvent entraîner des risques très, très différents d'un gène à l'autre, en particulier associés à l'environnement. Cependant, il y a 3 grands groupes de gènes qui sont connus. Le premier, c'est celui dont je vais parler un tout petit peu, qui s'appelle les télomères. Le deuxième, je ne vais pas en parler aujourd'hui, c'est celui du surfactant. Et le surfactant, c'est surtout important pour le développement des poumons. C'est ce qui sert à ce que nos poumons soient ouverts. Et quand il y a des anomalies génétiques dans ces anomalies, dans cette voie-là,
sont surtout des formes chez l'enfant. Vous avez peut-être entendu parler de fibrose pulmonaire chez l'enfant, ce sont beaucoup le surfactant. Et puis enfin, il y a d'autres syndromes qui sont encore plus rares dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Alors, c'est quoi les télomères? Les télomères sont situés à l'extrémité de nos chromosomes. Donc, je vous rappelle que l'ensemble de nos gènes, l'ensemble de notre patrimoine génétique, l'ensemble de notre ADN est constitué en chromosomes. Et ces chromosomes, à leur extrémité, il y a ce qu'on appelle des télomères. Et pour faire une petite comparaison, c'est un peu comme les lacets. Au bout des lacets, on a un petit embout en plastique qui protège le lacet du fait qu'il s'effrite. Et bien, nos chromosomes, ils ont la même chose. Ils ont ce petit bout à leur extrémité qui s'appelle le télomère et qui va protéger le reste du chromosome de s'effriter. Et comme notre organisme il est constamment exposé à des toxiques plus ou moins importants au cours de notre vie, il y a toute une machinerie qui sert à refabriquer des télomères tout au cours de notre vie. Cette machinerie, il y a plein de gènes qui vont rentrer en jeu, qui vont permettre à ces télomères de continuer à garder leur taille tout au cours de leur vie. Et cependant, quand il y a une anomalie génétique sur un de ces gènes, eh bien, cette machinerie, elle marche moins bien et ces télomères, ils ont tendance à raccourcir. Pourquoi est-ce que le raccourcissement de ces télomères entraîne une fibrose pulmonaire? Aujourd'hui, on ne sait pas du tout. Quelle est la cellule responsable de la fibrose pulmonaire ou du risque de fibrose pulmonaire associé à ces mutations-là? Aujourd'hui, on ne sait pas du tout. On sait qu'il y a un lien, mais le fil conducteur, on ne sait pas du tout dire par où il passe aujourd'hui. Ce qu'on sait en revanche, c'est que l'interaction avec l'environnement est toujours aussi importante. Et que même si on est porteur d'une mutation sur un de ces gènes, même si on est à risque de développer une fibrose pulmonaire, le fait de fumer augmente beaucoup le risque de développer cette fibrose pulmonaire. Et quand on a regardé initialement dans la cohorte française, mais c'était aussi le cas dans la cohorte américaine, on a beaucoup trop de fumeurs évidemment, mais en particulier dans cette population avec une fibrose pulmonaire, on retrouve beaucoup de fumeurs. Sous-entendu, le tabac plus le risque génétique augmente beaucoup le risque de développer une maladie. On sait que ces anomalies peuvent aussi augmenter le risque d'autres manifestations, et en particulier au niveau du foie et au niveau du sang. Et au niveau du foie, on a remarqué aussi que le fait de consommer de l'alcool avec cette anomalie-là augmentait le risque de faire une cirrhose. On sait que quand on consomme de l'alcool, on a un risque de faire une cirrhose alcoolique, cirrhose hépatique, et que le fait d'avoir une anomalie génétique, on va augmenter le risque de développer une cirrhose en plus. Et puis on sait aussi quand on a ces anomalies-là, probablement pas n'importe lesquelles, pas n'importe comment, on peut avoir des complications hématologiques, des globules blancs qui chutent quand on prend des traitements immunosuppresseurs qui nécessitent une petite prise en charge. Donc vraiment, l'environnement associé à l'anomalie génétique explique au moins une partie des choses. Donc, tout ça pour dire que l'environnement est extrêmement important. En revanche, et ça c'est quand même des éléments importants, quel que soit le résultat de l'anomalie génétique, quels que soient les résultats de l'analyse qu'on a réalisée, eh bien, les traitements qu'on va être amené à proposer ou à discuter ne sont pas très différents, avec deux niveaux de preuve. Le premier, c'est que si on propose un traitement antifibrosant, le nintédanib ou la pyrphénidone, première chose, on n'a pas plus de toxicité. Pas moins, mais pas plus. Vous connaissez malheureusement bien les effets indésirables des antifibrosants qui existent actuellement. Vous connaissez leurs effets digestifs, etc. Il n'y en a pas moins, mais pas plus chez les patients qui sont porteurs d'anomalies génétiques. D'autre part, l'efficacité des traitements antifibrosants semble relativement équivalente, quelles que soient les anomalies génétiques qu'on peut être amené à mettre en évidence. Deuxième élément, est-ce que ça va changer la transplantation pulmonaire? On en a discuté tout à l'heure. On sait que la transplantation pulmonaire est quelque chose de compliqué, sur lequel on n'a pas beaucoup discuté, mais en revanche, le fait d'être porteur d'une anomalie génétique ne modifie pas le pronostic après la transplantation pulmonaire. Donc là encore, on doit proposer une transplantation pulmonaire avec des difficultés qu'on connaît, mais avec les mêmes efficacités. Alors évidemment, on se dit, si on connaît la cause de la maladie, on a envie de traiter la cause de la maladie. Et donc ça, c'est vraiment un projet qui nous tient particulièrement à cœur dans le service, mais en France et puis dans le monde, bien sûr, ce serait d'avoir un traitement qui ciblerait directement l'anomalie génétique qui a été mise en évidence. Donc, il y a quelques données préliminaires avec un traitement qui existe qui s'appelle le danazol, qui est un androgène de synthèse qui sert en hématologie notamment.
qui suggérait que ça puisse stabiliser la maladie et qui a donné lieu à une étude en France. On a fait une très belle étude en France, une étude de phase 2, qui est terminée aujourd'hui, dont on attend les résultats bientôt, pour vous dire qu'on travaille sur le sujet, qu'on espère pouvoir proposer des traitements ciblés directement pour l'anomalie génétique qu'on a mis en évidence. Donc, cette étude, elle est terminée, mais j'espère que dans un avenir proche, on sera amené à proposer directement des traitements qui cibleront l'anomalie génétique qu'on en est. Alors là, c'est ma diapositive la plus difficile, mais je suis obligé de prendre un peu de temps parce que c'est important. C'est important pour vous, c'est important pour vos familles, et il y a des lois. Donc, si on met en évidence une anomalie génétique, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'il faut dire à vos apparentés? Premièrement, en fonction de l'anomalie génétique qu'on met en évidence, eh ben, on peut définir le risque de transmission chez la parenté de l'anomalie génétique. Ce risque, il est en général de 1 sur 2 pour la plupart des anomalies génétiques qu'on va mettre en évidence. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on doit proposer aux apparentés? Et alors là, il y a une loi, elle a été modifiée très récemment, mais sur cette partie-là, elle n'a pas été modifiée, c'est la loi de bioéthique. Et donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Rien du tout. C'est eux qui décident. Mais en revanche, qu'est-ce que nous devons faire? La personne qui a prescrit l'analyse génétique, elle doit être disponible pour les apparentés, pour les recevoir, faire du conseil génétique et éventuellement, pour les majeurs, s'ils le souhaitent, de faire une analyse génétique pour connaître leur statut. La plupart des équipes sont organisées avec des équipes de conseil génétique par des départements de génétique. Dans certains hôpitaux, comme le nôtre, c'est le département de pneumologie qui a directement cette partie de conseil génétique aux apparentés. En tout cas, il n'y a pas de devoir. Nous, on doit quelque chose. Les patients et leurs apparentés ne doivent rien du tout. Ils peuvent obtenir l'information. Il y a certaines personnes qui vont se poser la question pour des éventuelles grossesses. Et ça, c'est discuté au cas par cas, en fonction des anomalies génétiques, en fonction des mutations, sachant que cette discussion, elle est réalisée dans ce qu'on appelle des CPDPN. C'est un nom un peu barbare, mais pour dire que c'est le centre d'obstétrique, par exemple Robert Debré en Île-de-France, ou il y en a d'autres, qui vont décider ou pas s'il y a un diagnostic prénatal ou préimplantatoire qui peut être réalisé en fonction. Mais encore une fois, c'est pour vous dire que chaque dossier, chaque famille est unique et que je ne peux évidemment pas donner de réponse globale à chacun et que ça dépendra pour chaque personne. Et puis pour ceux qui ont dit, moi j'ai une forme familiale de fibrose, on ne m'a rien trouvé, qu'est-ce que je dois dire à ma famille? Nous, on ne va pas proposer d'analyse génétique chez les apparentés. En revanche, comme on n'est pas capable d'évaluer le risque de développer une fibrose chez les apparentés, on propose de les voir et d'essayer d'informer au moins sur les risques environnementaux qui sont évidents chez les contenus d'analyse génétique. Et ce qu'on propose, c'est de faire un diagramme de suivi. C'est-à-dire que tous les apparentés, moi, je propose la même chose. Je propose de les voir, de discuter avec eux, de les examiner, de leur faire une prise de sang. Et puis, je leur propose aussi éventuellement de leur faire des EFR pour avoir une idée de leur fonction respiratoire. Et puis, éventuellement, en fonction de leur âge, des symptômes, je leur propose un scanner, mais pas à tous. Pas systématiquement, pas avant 40 ans, sauf s'il y a des symptômes. Donc, tout ça se discute. Et de toute façon, je propose un suivi. Et ça, c'est quelque chose qu'on a discuté en France, qu'on a proposé à l'étranger en disant, voilà, si vous avez quelqu'un qui a une fibrose pulmonaire dans votre famille, est-ce que vous voulez un check-up? À ce moment-là, on vous propose un check-up pour pouvoir surveiller ça. Qu'est-ce que ça va changer? C'est du conseil génétique, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas malades, ce sont de vos enfants qui n'ont aucune maladie. Est-ce que ça va modifier les expositions à risque? C'est quelque chose qu'on va essayer d'évaluer. J'espère qu'en nous rencontrant, en discutant, peut-être qu'ils vont déménager. Alors, j'ai certaines familles qui m'ont dit, j'ai bien réfléchi, j'ai déménagé, j'en ai profité, j'ai diminué les expositions que j'avais en Île-de-France à la pollution atmosphérique. J'ai arrêté de fumer. Il ne faut pas du tout négliger l'impact psychologique que ça va avoir. Et donc ça, c'est très important. Et nous, on travaille avec une conseillère en génétique, avec une psychologue. Et cette décision, donc, je vous ai dit, il y a une loi, donc ce n'est pas moi qui décide ce qu'on fait. Mais cette décision, on essaie de vraiment la mûrir ou d'aider les patients et leurs apparentés à prendre la décision pour pas qu'il y ait de regrets après de prendre cette décision. Parce que parfois, il peut y avoir des regrets. Donc, l'accompagnement psychologique est extrêmement important pour vous, pour vos aidants, pour vos familles. Et tout ça est important. Et puis évidemment, on rêve d'un traitement préventif, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Mais voilà, c'est en tout cas notre rêve et nos projets.
Je ne sais pas si vous êtes informé de cela, mais nous avons développé quelques outils qui sont à votre libre disposition. Pour les télomères, il y a un livret, mais qui est de moins bonne qualité, mais sur le site de la filière Respifil, qu'évidemment je vous mettrai en lien, il y a un petit livret pour les maladies du surfactant. On a fait un petit livret sur les analyses génétiques pour vous expliquer à quoi correspondent les analyses génétiques, comment est-ce qu'on les fait. Et puis, on a fait très récemment, dans le cadre de la filière et du centre de référence avec le groupe Orphalum, ce qu'on appelle un PNDS, un protocole national de diagnostic et de soins sur les fibroses pulmonaires génétiques. Et là encore, à libre disposition sur le site de la filière Respifil, mais aussi sur le site de l'HS, avec parfois des mots un peu plus compliqués, hein, donc, qui requièrent parfois un peu de temps pour tout lire. Mais l'idée étant d'homogénéiser la prise en charge et d'avoir une prise en charge qui soit puis quelques exemples de ce qui ont été réalisés dans ces plaquettes, dans ces livrets. Vous voyez que dans le livret surfactant, on a bien fait un dessin, enfin, ce n'est pas moi qui l'ai fait, heureusement, pour montrer ce qu'était le surfactant, à quoi ça servait dans le poumon. Et le surfactant, il est à l'intérieur de l'alvéole. Il permet à l'alvéole de bien tenir ouverte, comme ça. Il y a un schéma qui permet d'expliquer, qui parfois on va utiliser dans les consultations, de transmission des anomalies génétiques avec les arbres généalogiques qu'on peut être utilisés et dont on peut servir. Et là encore, tout ça est à votre libre disposition. En conclusion et avant, j'espère, beaucoup de questions. Donc, il y a 10% des fibroses pulmonaires qu'on va qualifier de familiales. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre dans la famille qui présente une fibrose pulmonaire. Ça justifie de proposer une analyse génétique. Ça permet de dire, ben voilà, on vous propose une analyse génétique. Cependant, seulement 40% de ces analyses génétiques seront ensuite amenées à apporter un résultat où on dira qu'il y a une anomalie génétique qui, à notre sens, participe au moins en partie au développement de la fibrose pulmonaire. Quoi qu'il en soit, ce résultat ne modifie pas la prise en charge. Ça ne va pas modifier votre prise en charge, quelle que soit la nature du résultat aujourd'hui. En revanche, ça apportera et ça justifiera d'un conseil génétique aux apparentés, aux frères, aux sœurs, aux parents éventuellement ou aux enfants, qui doit être réalisé dans le cadre d'une consultation dédiée et spécialisée. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis à votre disposition pour les questions. Bien, ben, merci beaucoup, professeur Bory, pour cet exposé très clair, très complet. Si des gens ont des questions, qu'ils n'hésitent pas. Je peux peut-être commencer par la première. Vous l'avez abordé tout à l'heure, mais dans le cas donc, de la détection chez un patient atteint de FPI, qu'il s'agit d'une mutation génétique, si parmi ses descendants, donc enfants, il est avéré que la mutation existe également, qu'est-ce qu'il doit faire si c'est un enfant relativement jeune, quoi, enfin adulte mais jeune, que doit-il faire en termes de surveillance et à quelle fréquence? Alors, le premier élément important à dire, c'est qu'il faut séparer des patients, grossièrement, c'est-à-dire des personnes qui ont une pathologie ou qui ont un symptôme, qui vont dire, ben voilà, je suis essoufflé, on a fait un scanner des poumons, sur le scanner des poumons, on a démontré qu'il y avait une fibrose pulmonaire, des apparentés asymptomatiques, qui eux se plaignent de rien du tout, et à qui on va dire, est-ce que vous risquez de développer une fibrose pulmonaire ou pas? Donc, si on découvre une anomalie génétique qui est justifiée par la présence familiale d'une fibrose, à ce moment-là, les apparentés ont le droit. Ils ont le droit. Ils ont le droit de dire, ben voilà, moi, je veux savoir si je risque de développer une fibrose ou pas. Et dans ces cas-là, on fait une prise de sang. C'est le droit, c'est la loi. Donc là, ça n'est que la loi. Et ensuite, ce que nous, on propose, c'est au moins de faire des EFR, que vous connaissez tous, de manière à avoir une idée de la fonction respiratoire, d'interroger, et puis après, on en discute. On dit, ben voilà, si vous avez 30 ans, le risque qu'il y ait une fibrose pulmonaire est quand même très, très faible. Si les EFR sont normales, que vous plaignez de rien, en général, nous, on attend. Et puis, à partir de 40 ans, on commence à se poser la question, sauf s'il y a des symptômes, évidemment, avant, de dire bah, peut-être qu'on va faire un scanner pour voir où est-ce qu'on en est, puisque bah, là encore, la plupart d'entre vous avaient déjà eu un scanner.
Vous savez que le scanner, c'est quand même un examen qui est extrêmement pertinent et qui apporte beaucoup d'informations pour faire le diagnostic. Oui, mais la présence d'une mutation génétique chez un descendant n'implique pas forcément que se développe une maladie pulmonaire. Exactement. Donc, en termes de suivi et de surveillance, qu'est-ce qu'il faut surveiller? Vous avez parlé du foie et du sang. Exactement. Quel que soit le résultat de l'analyse génétique, ça ne modifie pas le diagnostic. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas malade, il n'est pas malade quel que soit le résultat de l'analyse génétique. Il est juste à risque de développer une maladie. Donc, il n'est pas malade. Il n'est pas malade, il peut aller faire un emprunt à la banque et il n'est pas malade. Donc, il est juste à risque de. Donc, c'est difficile de dire est-ce qu'on veut savoir si on est à risque de ou pas. C'est très personnel comme question. C'est vraiment un choix sur lequel nous, on peut donner quelques informations, mais le choix, on ne peut pas du tout le guider. Le choix des apparentés ou des enfants de savoir s'ils veulent savoir ou pas, on est vraiment ouvert à la discussion. C'est eux qui décident. Ils ne sont pas malades. Oui, j'entends bien, mais dès l'instant où ils savent qu'ils ont cette mutation, est-ce qu'ils doivent surveiller leur foie et de quelle manière? Est-ce qu'ils doivent surveiller leur sang et de quelle manière? Concernant les poumons, bon, là, on en a parlé, on connaît bien le sujet, les EFR, etc. Alors, nous, on propose de faire aussi une petite prise de sang pour surveiller et le foie et le sang dans la même consultation, de manière à encore une fois encadrer tout ça dans la même mesure. Et alors, je vais dire un truc un peu bateau, je suis désolé, mais après, voilà, il faut essayer d'éviter de boire de l'alcool, il faut essayer d'éviter de fumer, mais je n'ai pas tellement plus d'informations, ou éviter certains médicaments, en particulier, que vous connaissez peut-être pour ceux qui ont une transplantation pulmonaire, qui sont cytotoxiques, c'est-à-dire qui peuvent tuer des cellules, comme le Celcept, par exemple, ou l'Immurel, qui peuvent avoir une toxicité un peu plus importante ou un risque de toxicité un peu plus important. Mais bon, en général, ce ne sont pas des médicaments qui sont prescrits facilement, donc tout ça est encadré en général, mais c'est quand même plus facile de le savoir, ou en tout cas d'avoir cette réflexion a priori. Merci bien. Une question, quand on fait des tests génétiques aujourd'hui, est-ce que demain, ils peuvent changer? Parce que moi, j'ai le cas, j'ai fait un test génétique qui est négatif, donc je ne suis pas dans le cas génétique, sauf que j'ai quand même 2 frères qui ont une fibrose pulmonaire idiopathique. Donc, comment vous expliquez ce phénomène? Alors, comme vous l'avez vu, ce que j'ai dit dans les formes familiales de fibrose, il y en a 60% ou 65% qu'on ne sait pas expliquer. Alors, on progresse petit à petit. On fait partie des gens qui faisons progresser le sujet. On découvre des nouveaux gènes, on découvre des nouvelles mutations qui nous ont permis de monter de 15% il y a 10 ans à 35% aujourd'hui. Et puis, probablement, il y a d'autres mécanismes qui rentrent en jeu, qui sont un peu plus compliqués en termes de conseil génétique, qui vont intervenir plusieurs gènes. Et ça, aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire. On n'est pas capable d'intégrer tout ça. On est capable d'intégrer un gène. D'accord, mais on doit recommencer ce test génétique-là combien de temps après? Alors, 0 ou une fois ou 2 fois. Je vais m'expliquer, excusez-moi. Autant vous êtes bien placé pour savoir qu'on fait beaucoup de prises de sang et qu'on vous embête beaucoup avec les prises de sang. Autant sur les analyses génétiques, on est relativement économe. C'est-à-dire que sur la même prise de sang qu'on a pu faire il y a 10 ans, parfois on peut continuer à travailler. Et au laboratoire, le professeur Kananixer continue à travailler sur des prélèvements qu'elle a fait il y a 10 ans. Et alors parfois, elle est amenée à utiliser des nouvelles techniques sans vous en parler. On ne vous embête pas avec ça, mais on continue à travailler dessus. Parfois, soit parce qu'on n'en a plus, parce que parfois on est arrivé au bout, on a cherché, mais on n'a pas trouvé, soit pour utiliser des nouvelles techniques, on est amené à faire un deuxième prélèvement, mais en général, on n'a pas tellement besoin de plus qu'un deuxième prélèvement, en tout cas pour l'analyse génétique. Parfois, c'est un peu plus compliqué pour mieux comprendre, parce qu'on trouve des anomalies qu'il faut comprendre, mais sinon, en général, une fois, ça suffit. Et même parfois, vous avez donné du sang vous n'avez pas donné, mais on a fait une prise de sang il y a 10 ans. Et puis, il y a 2 ans, on a rappelé certaines patients, certaines familles, on a dit, bah, écoutez, en fait, on a trouvé. Voilà. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais on continue à travailler petit à petit. Tout à l'heure, vous disiez que la majorité des personnes qui avaient la fibrose pulmonaire étaient des fumeurs ou des anciens fumeurs. Alors, les anciens fumeurs qui ont peut-être fumé pendant 10 ans, à 30 ans, on va dire,
et qui ont une fibrose pulmonaire qui se déclare à 60, ou ceux qui fument encore et qui n'ont pas de fibrose pulmonaire du tout. Voilà, donc quel est l'impact réel de la cigarette dans tout ça? Vous avez parfaitement raison encore. Ça n'est qu'un des éléments, probablement un des éléments mineurs, mais qui est le plus facile à évaluer. On travaille aussi beaucoup sur la pollution. Alors, plus l'équipe de Dr Lucie Cessé, probablement la pollution a beaucoup d'importance aussi, qu'elle soit environnementale, intérieure, etc. Mais c'est plus difficile. Donc, pour l'instant, on a regardé le tabac parce que c'est facile de vous poser la question, de dire est-ce que vous fumez, est-ce que vous ne fumez pas. Évaluer les expositions à la pollution, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc, mais voilà, en effet, vous avez entièrement raison de dire qu'il y a d'autres expositions qu'on n'a pas du tout évaluées. Oui, parce qu'il y a quand même des millions de fumeurs. Bon, certes, on sait tous et on connaît tous que les diagnostics ne sont absolument pas précoces du tout par les médecins traitants ou les pneumologues de ville, parce que tous les pneumologues ne connaissent pas cette maladie. Donc, mais par rapport aux millions de fumeurs, il n'y a que des milliers de personnes qui ont la fibrose pulmonaire. Exactement. Et donc, voilà, on pense que c'est peut-être un peu de génétique, d'autres parties de génétique qu'on ne connaît pas, un peu de tabac et plein d'autres expositions environnementales qu'on ne connaît pas qui malheureusement, interagissent pour donner ce risque de développer une fibrose. Et puis, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Donc, on commence étape par étape. Vous avez une main levée, je crois. Oui, bonjour. Merci, professeur. C'était très, très, très intéressant. Donc, en fait, de manière générale, quand quelqu'un a la fibrose, vous recommandez que les enfants et peut-être même les petits-enfants fassent ce test? Alors, moi, je ne recommande pas. Je propose. Comme on en a discuté, je crois que certains d'entre vous sont inquiets de dire est-ce que mes enfants ont un risque de développer une fibrose. Donc, on essaie de répondre aux questions que se posent les apparentés. Vous avez vu que c'est une question que vous vous posez dans le monde entier, donc ce n'est pas un problème de France. On essaie d'apporter un petit peu de réponse. Mais pour l'instant, je ne recommande pas. Je propose et on discute. D'accord. J'espère être assez clair dans les propos. Et pour les très jeunes, par exemple, là, des petits-enfants qui auraient 10, 11 ans, vous le conseillez aussi à cet âge-là ou il faut attendre un petit peu? Alors, il n'y a pas d'analyse génétique avant l'âge de 18 ans et ensuite, ça va dépendre beaucoup des anomalies génétiques qui ont été mises en évidence dans la famille. D'accord. Parce qu'il y a des maladies qui se développent dans l'enfance qui sont très exceptionnelles. D'accord. Beaucoup plus tard. Et donc, en général, il faut être très détendu et rassurant sur les risques dans l'enfance pour les petits-enfants. D'accord. Très bien. Très, très rassurant sur les risques chez les enfants. D'accord. Et ces analyses génétiques, on peut les faire dans n'importe quels hôpitaux où il y a vraiment des endroits particuliers où on les fait? Alors, je ne connais pas tout le monde présent aujourd'hui, mais je crois que la prise en charge de ces maladies qui sont heureusement rares doit être réalisée dans des centres de référence, doit être réalisée dans des centres spécialisés dans la prise en charge des fibroses pulmonaires. D'accord. Alors, il y en a beaucoup, heureusement, beaucoup, pas assez, ça c'est une discussion, mais à partir du moment où quelqu'un de malade avec une maladie rare comme la fibrose pulmonaire est pris en charge dans un centre en général de compétences, dans ces cas-là, en général, il va discuter de l'analyse génétique avec le patient et il fait réaliser l'analyse génétique avec le patient. Mais ça requiert que ce soit fait par quelqu'un qui a la compétence et les connaissances. D'accord, ok. Merci beaucoup, professeur. Nous n'avons pas votre nom qui s'affiche, madame ou mademoiselle. Ah, c'est madame Gabé, c'est Florence. D'accord, très C'est bien, mon merci. compagnon qui a une fibrose. Voilà. Merci. Je peux prendre la parole? Bien sûr. Bonjour, merci professeur pour votre intervention qui est particulièrement intéressante, en particulier pour celles et ceux aussi qui ont une fibrose idiopathique. Je reviendrai un peu sur ce qu'a dit Françoise tout à l'heure par rapport aux mutations. Apparemment, il n'y a pas de test comme ça a priori génétique à refaire, si j'ai bien compris. En revanche, vous pouvez spontanément informer le patient qu'il y a eu une modification, une mutation génétique qui fait qu'il y a là tout d'un coup une reconnaissance génétique. Est-ce qu'elle est systématique ou est-ce qu'il faut
par les différents points de rencontre ou d'échange ou de consultation, revenir avec vous sur ce sujet. Alors, premièrement, il faut qu'il y ait quand même une demande d'analyse génétique qui a été réalisée une première fois. Et pour faire cette demande d'analyse génétique, il faut signer un consentement. On n'a pas le droit de faire d'analyse génétique sans le consentement du patient. Ça veut dire que toute cette information que j'ai faite aujourd'hui, a priori, c'est une information qui doit être réalisée de manière éventuellement plus informelle au cours d'une consultation. Et après, il y a une prise de sang qui est réalisée. Éventuellement, on pourrait même imaginer faire un prélèvement comme la police. Ce n'est pas ce qu'on fait pour la pratique, mais on fait une prise de sang. C'est le même ADN. D'accord. Deuxièmement, ça va dépendre un peu des analyses qui ont été réalisées. Et vous savez, pour ceux qui ont déjà eu une analyse génétique, que les résultats sont très bons. Donc, en fonction du résultat qui vous a été rendu, il ne faut pas hésiter à en rediscuter avec votre médecin, de dire est-ce que ça ne vaut pas le coup de refaire ou pas. Et ça peut être rediscuté avec le laboratoire qui est en fonction soit d'éléments nouveaux, soit il y a un élément nouveau dans la famille, soit d'autres possibilités qui permettent de dire bah voilà, peut-être qu'il faut qu'on refasse des analyses sur les prélèvements qu'on ne fait pas systématiquement, sauf à avoir des informations extrêmement précises au laboratoire. Mais du coup, le laboratoire, éventuellement, vous en parlez à votre médecin en disant bah, attendez, est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose? Et votre médecin va dire bah oui, en effet, le résultat est d'il y a 10 ans, on veut proposer autre chose. Éventuellement, il ressollicite le laboratoire et le laboratoire va dire ah oui, on peut refaire. Et éventuellement dire ah oui, il nous reste, on n'a pas besoin de vous embêter ou pas. Pas de questions? Ici. Allez-y. Alors, écoutez, nous sommes nouveaux dans l'association. C'est la première fois qu'on assiste à cette vidéo et on vous en remercie parce qu'on a une foultitude de questions, évidemment. J'ai un café serré avec. Merci. Est-ce que vous nous entendez? Oui, allez-y. Et dans cette foultitude de questions, donc, on se posait la question pour les petits-enfants. Les enfants et les petits-enfants qui avaient une tendance à faire de l'asthme, est-ce qu'ils ont plus… Est-ce que ça peut être un signe précurseur? Oui. Non, vraiment, aujourd'hui, de manière extrêmement rassurante. D'abord, encore une fois, je veux rassurer sur les petits-enfants et probablement aussi sur les enfants. Et l'asthme, non, il n'y a probablement aucun lien entre l'asthme et la fibrose pulmonaire. D'accord. Autre question, professeur. Vous évoquez dans votre intervention des signes environnementaux. On habite en Mayenne et notre maison est sur un site granitique et on se pose la question du radon, sachant qu'on a fait des tests dans la maison et on est un peu supérieur à la norme. Ça, c'était une première question. On se pose la question avec Notre cheminée. La cheminée. Est-ce que c'est quoi? Est-ce qu'il faut faire du feu dans la cheminée? Voilà. Alors, il y a des questions auxquelles je peux répondre et des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Par exemple, vous savez tous, on vous a tous posé la question de savoir si vous aviez des perroquets ou des oiseaux chez vous. Non. Je vois des gens qui me disent ben oui, on m'a posé la question, c'était une question bizarre, mais tous les pneumologues m'ont posé la question. Et ça, on sait que ça risque de développer des fibroses pulmonaires. Donc ça, on connaît relativement bien. Le lien avec la génétique, c'est un peu plus compliqué, mais pour le coup, on connaît bien. Sur la poussière, on commence à connaître de mieux en mieux, sur les expositions à la silice, par exemple, ou à la suie. Et donc, par exemple, sur la cheminée, probablement, il vaut mieux avoir un insecte. Donc, si là, ça va assez vite. Sur le radon, je ne sais pas. J'ai vu des travaux de très bonne qualité qui ont été réalisés sur le cancer du poumon, sur le risque du cancer de poumon avec le radon, mais qui ont permis de démontrer que le radon augmentait le risque. Et vous savez peut-être que dans certaines régions de France, il y a une augmentation du nombre de cancers du poumon, probablement en partie liée aux expositions, notamment au radon. Pour la fibrose, je ne sais pas du tout répondre à cette question. Voilà, je n'ai pas d'autre réponse que celle-ci. Voilà. Environnement simple, oui. Si vous avez un dégât des eaux chez vous, probablement il faut le faire réparer. On a discuté pas mal, on discute régulièrement en consultation d'exposition, en particulier aux moisissures, aux oiseaux. Et en revanche, pour d'autres expositions plus complexes comme le radon, ça, je ne suis pas capable. D'accord, merci.
s'il vous plaît, je peux? Bien sûr. On a parlé des oiseaux, mais est-ce que les animaux domestiques comme les chiens, les chats, les lapins, les hamsters peuvent influer dans la maison sur justement les poumons? Alors, ça dépend si vous êtes asthmatique ou pas. Le chien et le chat, ça ne donne pas de fibrose pulmonaire, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, il n'y a pas de risque associé au fait d'avoir un chien ou un chat chez soi et de développer une fibrose, sauf à leur laisser une litière avec de la paille qu'on ne changerait pas, dans laquelle il y aurait des moisissures qui viendraient se greffer. Mais chien et chat, il n'y a pas. D'accord. Pour tous les animaux, je ne peux pas répondre animal par animal, donc je suis obligé de vérifier. Pour les animaux les plus fréquents, en tout cas, chien, chat, pas de problème. Les moutons, il faut que je réfléchisse et ça dépend encore une fois de la manière des conditions dans lesquelles ils vivent. Et en particulier, la paille, surtout par le biais des moisissures, peut être amenée peut jouer et augmenter le risque de développer une fibrose. Et les oiseaux, oui, comme je vous l'ai dit. Merci. Donc, gardez vos chiens et vos chats, si vous le souhaitez. Est-ce que je peux reposer une question? Oui. Quelqu'un qui a eu à plusieurs reprises un pneumothorax, peut-il à un moment donné effectivement aller vers une fibrose? Alors, je vais séparer deux choses différentes. Premièrement, il y a certaines formes très exceptionnelles de fibrose pulmonaire chez l'enfant qui sont révélées par des pneumothorax ou chez le jeune adulte. Donc, il y a des formes exceptionnelles de pneumothorax qui requièrent du coup d'aller faire le bilan pour vérifier que ce ne soit pas une fibrose pulmonaire en fait, qui se révèle à cette occasion. C'est très rare, mais il y en a quelques-unes. Et puis, d'autre part, est-ce qu'il y a un lien entre le fait de développer une fibrose pulmonaire après un pneumothorax? Probablement pas. En revanche, je vais dire quelque chose d'assez idiot, mais ça ne protège pas de faire une fibrose pulmonaire. Donc, le risque, il n'est pas tellement différent. D'accord. Merci. J'ai une nouvelle question pour nos enfants, nos petits-enfants. Les vaccins Pneumovax, Prénévar, qu'on nous conseille en tant que malade de la fibrose pulmonaire, doivent-ils aussi être administrés en prévention pour nos enfants ou nos petits-enfants? On est de plus en plus dans des réflexions. Alors, chez les enfants, c'est en train de devenir la norme, en sachant qu'il va y avoir un nouveau vaccin Prevnar qui va sortir, qui simplifiera un tout petit peu le schéma vaccinal. Il y aura une deuxième réflexion qui sera aussi l'échéance entre les deux injections, qui est en cours d'amélioration. Chez les adultes, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, parce que le pneumocoque, c'est surtout chez les enfants. Mais voilà, pour l'instant, c'est surtout les enfants à qui on conseille de se faire vacciner. En revanche, la grippe, on est en train d'essayer de développer au maximum la vaccination contre la grippe. Parce que ça, c'est vraiment, vraiment transmissible, alors que le pneumocoque, c'est un peu moins transmissible. D'accord, merci. Oui, une question. Jusqu'à quel degré de parenté on doit s'intéresser par rapport à la génétique? Parce que je prends mon exemple, j'ai un cousin deuxième génération. Nos parents étaient cousins germains. Le voilà donc atteint d'une FPI. Moi, je vais faire un test génétique à l'hôpital Tenon au mois de mars. Lui, il est suivi à l'hôpital sud-francilien. Là, on ne lui propose rien. Ce n'est pas un centre de compétences, une référence. Donc voilà, en gros, quelle est la démarche, quoi? Est-ce qu'il serait intéressant pour lui de faire aussi un test génétique et le comparer au mien? Ou compte tenu du fait que ce soit une deuxième génération de cousins, c'est pas important. Alors, tout est important. Tout est important dans la mesure, en plus, qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas très bien. Le deuxième élément, c'est qu'en général, on essaye d'interpréter les résultats de manière conjointe de la même famille. Donc, on commence par analyser une personne de la famille, et puis ensuite, on analyse l'autre prélèvement avec le résultat du premier prélèvement. Donc, c'est comme ça, en général, qu'on réalise les choses. Sauf si on est informé, parce que parfois le laboratoire n'est pas informé qu'il y a deux personnes de la même famille. Alors, quand elles ont le même nom de famille, en général, on se pose des questions. Quand elles n'ont pas le même nom de famille, on ne se rend pas forcément compte. D'accord. Degré, on a dit vraiment ce qui était pertinent, c'était premier degré, en sachant que premier degré, ce n'est pas comme chez le notaire. Premier degré, c'est 50% de patrimoine génétique commun. C'est donc les parents, les enfants et les frères et sœurs. Et puis après, on se pose des questions. Premier degré, on ne se pose pas de questions. Après, on se pose des questions. D'accord.
On voit au cas par cas. D'accord. Mais lorsqu'il n'y a pas de possibilité dans le centre où il est suivi, par exemple, est-ce qu'il faut qu'il prenne contact avec un centre de référence? Comment? En général, on propose, on essaie d'être assez disponible dans tous les centres de référence, dans tous les centres de compétences pour recevoir et discuter de toutes ces questions pratiques. D'accord. Et leurs apparentés. Merci. Que ce soit Tenon, Avicenne, Bichat, même Saint-Louis, on est là pour ça. D'accord. Si je peux me permettre, j'ai également une remarque. Quand on est porteur d'une mutation génétique et que l'on a une FPI, on est malade, évidemment. Le fait de… Et quand on a ça aux alentours de 60-65 ans, il peut arriver que les parents soient décédés, et auquel cas, on ne sait pas de quelle branche paternelle ou maternelle provient cette mutation. Et donc, ça veut dire que les cousins de la personne qui est malade peuvent potentiellement être porteurs également de cette mutation. Et tant que les gens ne sont pas malades, je m'en suis rendu compte dans mon cas personnel, les gens ne prennent pas forcément conscience de l'importance de savoir s'ils sont porteurs ou pas de cette mutation qui peut entraîner une maladie à eux-mêmes ou à leurs enfants ou à leurs propres petits-enfants. Et l'information a du mal à passer. Est-ce que vous l'avez constaté également? Non, non, tout à fait. Je pense que vous l'avez tous constaté autour de vous. Chaque personne réagit à la maladie différemment, parfois avec des violentes oppositions à la maladie d'ailleurs. Et puis chaque apparenté ou chaque aidant aussi parfois a des réactions variables, avec certaines personnes qui vont se rapprocher au moment de la maladie et d'autres au contraire qui vont s'en éloigner comme un repoussoir. Et dans les familles, il y a ça. Donc encore une fois, nous, on essaye de vous accompagner. On n'a pas toujours des moyens de psychologue ou de conseiller en génétique pour vous aider. Et comme vous l'avez dit, est-ce que ça vient du père, est-ce que ça vient de la mère? En essayant encore une fois de retirer un élément extrêmement important, c'est que certaines personnes se sentent responsables. Et ça, c'est hyper important de retirer tout ça. Ça, c'est comme ça. La maladie, c'est la maladie. Et donc, tout ça, on essaie de vous aider dans vos démarches, dans vos réflexions aujourd'hui. Et puis, au cas par cas, avec psychologue et conseiller en génétique. Mais là encore, je crois qu'on peut avancer que si on en discute. Dans la famille, mais aussi à l'hôpital. Mais là, chaque personne réagit de manière personnelle. Et en termes de recherche, bon, on sait, on a appris qu'il y a beaucoup de recherches sur les moyens de traiter ou de ralentir la maladie par elle-même, la fibrose. Mais est-ce qu'il y a également de la recherche sur le fait d'empêcher les mutations de développer les maladies? Oui, oui, c'est beaucoup trop long à mon goût. Ce n'est pas qu'une question d'argent d'ailleurs, pour une fois. C'est aussi que les choses se mettent très très longuement en place pour plein de raisons, un peu financières, mais pas que. Mais oui, avec des travaux sur lesquels on essaye d'avancer, mais plutôt sur une échelle de dizaines d'années. Donc, on se donne rendez-vous dans 10 ans et j'espère vous montrer des résultats avec des résultats extrêmement prometteurs. En tout cas, c'est vraiment ce que je souhaite et c'est sur quoi je travaille quotidiennement. Ok, je le note. Rendez-vous dans 10 ans. Mais avec tes nouveaux poumons, tu seras toujours parmi nous. Hein. J'espère. Ah, tiens. Il sera peut-être le seul. Oh, non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, non? Oui, on a encore quelques questions, mais qui s'éloignent de l'aspect génétique de la maladie et qui rentrent plutôt dans le confort de la vie au quotidien de la FPI. Évidemment, au fur et à mesure que la maladie évolue, la capacité respiratoire diminue. Les efforts sont beaucoup plus
important pour réaliser des actes quotidiens. Et on s'aperçoit que la température ambiante, notamment cet été de canicule, ça a eu des effets plutôt bénéfiques en termes de toux. Et là, que la température diminue, ben, la toux redémarre. Et on se pose la question, nous qui sommes dans une région plutôt un peu humide et plutôt un peu froide, ben, de muter vers des régions plus clémentes pendant l'hiver. Et on se pose la question notamment du recours comme moyen de locomotion de l'avion, même sur des courtes distances, hein, peut-être 1 heure ou 2. Est-ce que c'est compatible avec la FPI ou est-ce qu'il faut éviter? Donc voilà, c'est un peu en aparté du thème central, mais… Non, parce que c'est une thématique extrêmement importante, les voyages, l'avion. Donc là, ça va dépendre beaucoup de votre fonction respiratoire et de votre maladie. Il y a certaines maladies qui malheureusement contre-indiquent le voyage en avion, et il y en a d'autres qui ne contre-indiquent pas. Puis parfois, ça fait tellement bien de prendre l'avion et d'aller voir autre chose que finalement, le bénéfice, il est très important. Donc ça, c'est une question qui doit être ouverte, sans aucune contre-indication a priori, en tout cas. Peut-être que malheureusement, ce serait une contre-indication pour vous, je ne sais pas, je ne le souhaite pas, mais a priori, non. Deuxièmement, la tolérance à la météorologie et à l'environnement en particulier, là encore, la génétique ne nous apprend rien là-dessus, heureusement ou malheureusement. Mais en revanche, ça va dépendre beaucoup de certains patients. Il y a certains d'entre vous ou certains malades qui ne tolèrent pas du tout l'atmosphère très sèche ou très chaude, ou au contraire, d'autres qui sont plus à l'aise dans une atmosphère comme celle-là. Donc, encore une fois, il faut être très ouvert à la discussion et à la réflexion. Et puis, éventuellement s'adapter pour essayer de trouver des réponses importantes. Merci. Merci. D'autres questions? N'hésitez pas. Non? Très bien, s'il n'y a plus de questions, il ne me reste qu'à vous remercier, professeur Bory, au nom de tous les participants de notre communauté de patients, et pour le temps que vous nous avez consacré et pour votre bienveillance. Je vous dis merci beaucoup encore une fois et au revoir et j'espère à bientôt. Merci beaucoup. Merci, professeur Bory. À très bientôt.